Tu te souviens le fonctionnement qu'on avait établi lorsque nos compteurs ils reçoivent des données trop anciennes? Je cherche dans la doc, mais j'ai rien trouvé. Ah tiens, ça me parle ça. On en avait discuté longuement avec les utilisateurs la dernière fois, mais je me souviens plus ce qui avait été décidé. Tiens, si tu trouves pas dans la documentation, ça fait partie de mes tâches à documenter. Ah mince. Bon. Je crois que j'ai pas trop le choix. Je vais aller voir le code source, c'est encore plus pratique. Du coup, je pense que vous avez été peut-être confronté à ce genre de situation sur vos projets. Ça tombe bien parce que nous allons vous présenter ce que nous avons mis en place pour pallier à cela et diluer l'effort germain qui intervient lors de la rédaction de la documentation au travers du concept de la documentation vivante. Du coup, moi, c'est Gladys Ngangem, PO chez Enedis pour le compte de Sogeti. Et c'est une première pour moi, un talk. Donc, voilà. Et tu étais, avant ton rôle de PO, tu as eu une autre vie? C'est ça, j'ai fait environ 5 ans de recettes et c'est vrai que c'est très passionnant comme métier, mais bon, on évolue à un moment et voilà, chaque étape. Et donc moi c'est Aurélien, donc moi je suis lead tech chez Sully Group et en mission du coup chez Enedis pour sur le projet Linkysup avec un rôle également de référent craft. À côté de ça, j'aime bien l'open source. J'y contribue comme je peux et je suis notamment co-mainteneur de Gipsterlight, un bootstrapper d'applications orientées architecture hexagonale. Vous connaissez peut-être Gipster, c'est le petit frère, on va dire, c'est une réécriture, mais orientée beaucoup plus à façon. En fait, on peut générer des choses quand on en a besoin. Alors, Enedis, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez peut-être le nom ERDF plutôt. C'était anciennement Enedis, voilà, le nouveau nom, anciennement c'était ERDF. Et qu'est-ce que Enedis fait? Il est chargé principalement de la gestion du réseau électrique et de la distribution de tout ce qui est électricité sur le territoire français. Et certainement, vous avez entendu parler ou avez vu des poteaux, par exemple, qui tombent et on a toute une zone qui est coupée d'électricité pendant un moment. Et Enedis est aussi chargé de la réparation de ces lignes endommagées pour établir l'électricité sur le territoire. Et également, elle est en charge du raccordement de nouveaux utilisateurs pour tout ce qui est électricité. Et très certainement, tout le monde a ce petit engin vert chez lui. Et également, Enedis est chargé du déploiement de ces compteurs qui est un bon outil pour la gestion de tout ce qui est consommation et permet également de faire des opérations à distance quand il est nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment un outil phare pour tout ce qui est traçabilité, pour pouvoir suivre sa consommation en temps réel. Voilà. Bon, du coup, ces petits compteurs Linky, vous avez sûrement entendu parler, mais vous savez pas forcément du coup tout ce qu'il y a derrière. En fait, il y a toute une chaîne communicante, parce que les compteurs Linky qui sont chez les particuliers, en fait, communiquent avec des concentrateurs qui sont dans les postes HTABT. Cette communication se fait en CPL, courant porte en ligne. Je pense que vous connaissez si vous avez sûrement une box internet qui communique avec une box télé chez vous. Voilà, souvent c'est par ce biais-là que ça se fait. Ces concentrateurs eux-mêmes, ils communiquent avec le SI Enedis. Donc là, ça se fait par du réseau 3G, 4G, donc Bouygues, Orange, SFR. Et donc cette communication se fait dans les deux sens. Les compteurs vont pouvoir remonter des informations telles que les index de collecte, donc votre consommation, mais en fait aussi dans l'autre sens, puisqu'on va télédistribuer des nouveaux logiciels embarqués, que ce soit sur les concentrateurs ou sur les compteurs. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne communicante.
Et ça s'opère, ça se maintient, ça se supervise, parce qu'il y a évidemment des pannes, des problèmes. Et donc, nous, on intervient du coup dans le SI Linky sur l'application qui s'appelle Linky Sup, de supervision du coup de l'ensemble du parc et des communications. C'est un projet qui a 10 ans, une dizaine d'années, qui a été créé du coup sur pas mal d'inconnus, parce qu'à l'époque, les compteurs communicants, c'était vraiment tout nouveau. Le compteur Linky, c'est une création Enedis. Et puis d'autres inconnus, c'est la volumétrie de flux en fait, parce qu'il y a 35 millions de compteurs, des flux dans les deux sens, à différents moments de la journée. Donc en fait, on savait qu'il y avait une grosse une grosse volumétrie de flux, mais on ne savait pas exactement. Et puis à côté de ça, des enjeux très forts. Une visibilité nationale voire européenne, des enjeux financiers, parce qu'en fait, en cas de retard du projet, il y a des pénalités financières. Et donc tous les gens qui étaient sur le projet, en fait, devant ces inconnus, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont posé une architecture technique pour être sûr de répondre aux besoins. Et donc c'est sous la forme en fait d'un gros monolithe distribué. Et donc aujourd'hui, oui, il répond aux besoins. On sait que les flux, on est capable de les ingérer. Par contre, c'est dur à faire évoluer, que ce soit techniquement ou fonctionnellement en fait. Et face à ces difficultés, du coup, il y a eu une volonté qui a commencé il y a 2 ans, on va dire, une volonté d'essayer de moderniser ce SI. Alors, du coup, en s'appuyant sur une approche vraiment centrée sur le métier, avec le Domain Driven Design, un découpage fonctionnel avec l'identification des domaines, des sous-domaines, avec les DDD stratégiques, construire un modèle métier qui soit vraiment riche et isolé des contraintes technologiques. Donc derrière ça, c'est l'utilisation de l'architecture hexagonale. Une approche pragmatique, on ne parle pas de microservices, on est plutôt sur une approche monolithe modulaire. On découpera quand on en aura besoin. Pour l'instant, on découvre notre métier et on peut refactorer ça facilement parce qu'on est sur le même code de base de code. Et puis donc des pratiques craft, le BDD, le TDD, l'ensemble programming, on essaie de tendre vers du déploiement continu. Aujourd'hui on est à 2 fois par semaine, mais c'est déjà une belle révolution par rapport à l'appli historique qui est toutes les 6 semaines. Et donc dans ce chantier de rénovation, on s'est dit la documentation, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire de mieux que ce qu'on faisait avant? Mais au fait, Gladys, dis-moi, à quoi ça sert exactement la documentation? Ah bah tiens, la documentation, en fait, a pour principal objectif de rendre accessible l'information à l'utilisateur, aux besoins, et ça regroupe l'ensemble des méthodes qui permettent le traitement des données, de l'information. Du coup, les problèmes qu'on a généralement rencontrés sur notre projet concernant la documentation, c'est qu'elle peut être très vite obsolète. Il est arrivé très souvent à la fin on a fini de développer une fonctionnalité, elle est en prod, mais on n'a rien de tracé sur le fonctionnement, sur comment cette fonctionnalité, comment elle se comporte. Du coup, ce qui fait parfois, c'est juste parce qu'on n'a pas le temps. Il y a tellement de choses à faire et c'est pas très fun pour nous quand ça arrive en prod, ça fonctionne. On ne pense pas toujours à venir documenter, et ce qui fait qu'on a des fonctionnalités, rien n'est tracé, on ne sait pas comment ça fonctionne. Quand un nouvel arrivant sur le projet, il ne comprend pas trop ce qui se passe, et pour des fonctions, c'est souvent source de frustration parce que nous sommes devant une analyse, on veut comprendre ce qui se passe, mais voilà, on n'a rien, ou on a des informations partielles, et c'est très souvent compliqué et voilà, assez complexe.
Ouais, et puis c'est difficile à maintenir parce que, enfin, souvent, au moins du point de vue technique, la documentation, c'est la chose qu'on fait tout à la fin, en dernier. Donc on fait pas en même temps qu'on fait le développement. Et du coup, souvent, quand c'est à la fin, on a un peu la flemme, on a envie de passer à autre chose. Donc, voilà. Et donc, on avait entendu parler de la documentation ambiante, on s'est dit, est-ce que ça serait pas le moyen d'essayer de régler, de tacler un peu ces problèmes et donc, il y a la documentation, il y a la littérature sur le sujet, notamment du coup le livre de Cyril Martrer, Living Documentation, qui est comme un bon pavé sur le sujet. Et lui, il dégage quelques principes qui sont intéressants qu'on a retenus. Donc le premier, c'est que une documentation, faut qu'elle soit fiable en fait. Faut que quand on va la lire, on veut avoir confiance dans ce qu'on est en train de lire. Et pour cela, une manière, c'est d'aller chercher la connaissance là où elle est déjà présente, c'est-à-dire dans le code source, dans ce qui tourne en production. Et du coup, si on va extraire l'information, qu'on la filtre un peu et qu'on la met en valeur, et en fait, on a déjà une information intéressante. Et puis, quand c'est possible, on essaie de mettre en place un mécanisme de vérification de cette information. Cette documentation vivante aussi, on veut qu'elle soit efficiente. On ne veut pas y passer énormément de temps et d'énergie. On veut que au quotidien, ça ne nécessite pas un trop gros effort. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de l'automatiser le plus possible. Quand on fait des choix de conception, on va essayer d'utiliser plutôt des solutions standards plutôt que des solutions spécifiques. L'avantage, c'est qu'une solution standard, en fait, elle est connue par tout le monde. Donc, si je prends un exemple de design pattern, de conception ou d'architecture, si je parle d'architecture hexagonale, tout de suite, normalement, si vous en avez déjà entendu parler, ça fait écho et j'ai pas besoin de redocumenter, en fait, le choix. Aussi, on va essayer de privilégier la documentation intrinsèque, c'est-à-dire qu'on va documenter au plus proche de l'objet qu'on documente. Si je prends l'exemple d'une classe Java, je vais faire de la Javadoc, plutôt que d'écrire dans un wiki ou dans un README ailleurs, que attention, si tu utilises cette classe, il faut pas faire ça. Donc voilà, c'est au plus proche de ce qu'on est en train de documenter. L'avantage, c'est qu'on oubliera moins facilement de mettre à jour et où on pensera à documenter. Une documentation elle doit vraiment être collaborative au sein des acteurs du projet. C'est pas parce qu'en fait on stocke ça dans un repository Git que c'est la responsabilité de l'équipe de dev. C'est vraiment toutes les parties prenantes. Et inversement, en fait, c'est pas parce que c'est stocké dans les repository Git que ça doit être accessible que aux personnes techniques. Il faut que ce soit accessible à l'ensemble des acteurs. Et puis il y a une notion d'instructive, en fait, on va un peu la méthode Lean, en fait, on va documenter ce qui est vraiment pertinent. On va pas essayer de tout documenter. Donc voilà, il faut choisir le combat. Et du coup, dans cette démarche, le premier chantier qu'on a attaqué, ce qui nous semblait vraiment le plus de valeur, c'était le comportement de l'application. Donc c'est ce sujet-là qu'on a attaqué en premier. Du coup, pour mener à bien ce chantier, on utilise l'approche BDD qui est basée sur le comportement applicatif attendu. Et dans cette approche, Dan North nous propose un formalisme given when then. En fait, lors de ce formalisme, à partir des exemples, on construit des critères d'acceptation en langage naturel compréhensible par tous. Et généralement, pour ce faire, on a ce qu'on appelle les 3 amigos ou les 3 amis, où on a le dev, le métier et les testeurs qui se retrouvent généralement autour de ce qu'on appelle un atelier qu'on appelle exam mapping pour dérouler tous les exemples qui permettent de vérifier ou en fait, lors de cet exam mapping, en fonction de l'US
on a toutes les règles de gestion, on essaie de lister toutes les règles de gestion qui vont avec. Et en fonction des règles de gestion, on dresse des scénarios qui permettent de valider cela. Et cet atelier permet de faciliter la communication entre les différentes parties prenantes et ce qui rend plus simple tout ce qui est conception, et on est sûr qu'on répond aux besoins du client. On est sûr que ce qu'on produit, ça répond, enfin, c'est le résultat attendu par rapport au comportement applicatif voulu. Et puis en général, on pense à des cas de figure qu'on n'avait pas forcément imaginé côté métier, mais c'est vraiment la confrontation des trois points de vue qui fait qu'on pense à des cas un petit peu à la marge, et l'atelier permet de dire ah oui, là il y a vraiment un point à traiter, on peut lever une question qui n'est pas traitée en séance, mais voilà, c'est vraiment la confrontation des points de vue qui est intéressante. Du coup, à la suite de cet atelier, on a notre feature sous forme de langage Gherkin. Du coup, là, on a pris un exemple sur notre projet. Pour faire simple, en fait, quand on parle de réconciliation d'un compteur, c'est la combinaison d'une pause et d'une découverte. En fait, la pause d'un compteur, lorsqu'un technicien va sur le terrain et qu'il pose un compteur, on reçoit un compte rendu de pause. Et le système reçoit un compte rendu de pause, et derrière, le compteur se découvre. Du coup, il envoie un signal comme quoi, ok, coucou, je suis là. Et du coup, quand on a ces deux réunis, on considère que le compteur est réconcilié et on peut faire des opérations sur ce compteur-là. Donc, du coup, à la fin d'un exemple mapping, par exemple, pour tester le cas de notre compteur réconcilié, on a par exemple, quand je reçois une notification de pause, ok, mon compteur il est posé. Ensuite, je reçois une notification de découverte. Qu'est-ce qui se passe? Mon compteur est réconcilié. Du coup, je reçois une notification de découverte du compteur. Et aussi, comme Aurélien disait, on pense à tous les cas de figure. Il est possible qu'on reçoive la découverte avant et ensuite la pause, et ok, notre compteur est réconcilié. Donc, voilà. Attends. Tu spoil tout, là. Oui, je voulais juste, pour les gens qui ont déjà fait un peu de Gherkin il y a quelques années, en fait, il y a le mot-clé roule, là, que vous connaissez peut-être pas, que j'ai découvert aussi, moi, il y a un an, et qui a été introduit, en fait, en 2019, donc qui est assez récent, et qui est assez pratique, parce qu'en fait, il permet de synthétiser, en fait, le fonctionnement attendu, parce qu'avec les exemples, il fallait induire le comportement. Là, on peut, de manière synthétique, vraiment décrire ce qu'on attend, et ça a été introduit notamment pour faire le lien avec les event mapping, comme ça il y a vraiment du 1 pour 1, on retrouve le niveau de règle de gestion. Et donc tout ça c'est pas mal, et en fait si on met un peu de code derrière chacun des phrases, là, given when then, et ben en fait donc c'est ce qu'on appelle avec des frameworks type Cucumber ou SpecFlow, je crois, côté C#. Et en fait, on peut du coup écrire du code qui va être exécuté à chaque fois que la phrase elle apparaît. C'est ce qu'on appelle du code. Et en fait, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une documentation vivante. Tout ce qu'on a décrit en texte qui est lisible par tout le monde, compréhensible par tout le monde, en fait je peux le faire tourner en test automatisé lors de mon build, et comme ça je suis sûr, quasi, s'il n'y a pas de bug dans le code de vue, que en fait ce qui est décrit est vrai, et le jour où c'est plus vrai, je le sais, mes tests cassent. Pour information, c'est de là d'où vient le terme documentation vivante en fait. Il a été décrit dans ce livre Specification by Example. C'est la première fois que le terme est apparu. Donc autour de tout ce qui est justement
test BDD. Et bon, le terme, il a été étendu, maintenant il s'applique à beaucoup d'autres sous-domaines, mais voilà, c'est bien de là dont il vient. Bon, on avait dit qu'il fallait que l'information soit accessible, donc ça serait pas mal si on pouvait la publier quelque part pour vraiment que tout le monde y ait accès, y compris les utilisateurs. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de publier cette documentation du comportement. Donc on fait une petite chaîne de build où en fait on part des fichiers Gherkin. On s'appuie beaucoup sur ASCII-Doc au milieu, parce qu'en fait on a trouvé un plugin, nous on est sur Confluence, c'est ça l'outil d'entreprise. Et donc on a trouvé un plugin Maven qui sait faire la publication d'ASCII-Doc vers Confluence. Et donc c'est pour ça qu'ASCII-Doc c'était un peu notre format pivot sur tout ce qui est tourné autour de la doc vivante. Et donc on a trouvé une extension, un plugin qui savait intégrer le Gherkin dans ASCII-Doc. Bon, il n'avait pas bougé depuis 10 ans. Il tournait sur des versions Java. Il savait pas gérer le mot-clé rule des dernières évolutions de Gherkin. Donc du coup, on l'a repris, on l'a bien modernisé. Et du coup, il tourne chez nous. Et il y a une réflexion en cours là, pour essayer de le republier en open source, recontribuer à la communauté, ça serait top. Donc là, vous voyez un fichier Gherkin qui est dans nos sources. On est un peu plus, c'est le même exemple que tout à l'heure, mais un peu plus complet, parce que on peut voir qu'on peut mettre des tableaux de paramètres pour vraiment préciser des dates des dates, etc. Et donc en fait, sous Confluence, ça donne ça. Donc un rendu plutôt clair. On voit bien du coup en vert là le titre de la fonctionnalité. On a les règles de gestion en violet avec deux parties. Il y a le titre de la règle de gestion, il y a le détail de la règle de gestion juste en dessous. Et puis on a pris le parti de replier tous les exemples par défaut pour avoir une vue plutôt concise. Et puis en fait quand on se pose une question sur comment ça fonctionne quand j'ai ma pause puis ma découverte, hop, on peut déplier et voir tout le détail en fait. Par contre, je me pose une question, Gladys. Je vois le terme compteur hors processus. Hors process. Oui. Ah, mais tu vois. C'est quoi en fait? Je sais, j'en ai parlé avec Jessica récemment, mais je crois que je me souviens plus trop ce qu'elle m'avait dit. Je crois que je vais te retrouver la page. Elle m'a parlé d'une page Confluence glossaire. Attends, je te retrouve la page. Ça fait un glossaire. Ah, c'est pas. Alors, fais voir. Ah, c'est ça. Cool. Écoute, tu as ton compteur au process, compteur utilisé sur un banc d'essai ou à des fins de formation. Ah, ok. Bah, c'est pratique ça. Par contre, quand Jessica n'est pas là, qui s'en occupe de ça? Enfin, vous prenez le relais ou... Jessica est pas là, bah tant pis. Ah. Qu'elle revienne. Attends, j'ai une petite idée. Ça te dirait qu'on essaie de rendre ça automatique? Toutes ces définitions, on va les mettre dans le code et puis on génère cette page dynamiquement. Ça serait pas mal, non? Ah, parfait. Ouais, ça me va. Ok, alors attends, on va essayer de faire ça. Alors, je vais prendre mon code, donc je retrouve bien ma notion de compteur. Donc c'est mon agrégat. Je vais lui mettre une annotation du coup agrégat, puis la définition qu'on vient de voir, je vais la mettre dans un attribut description. Comme ça c'est pas mal. Le compteur, il y a des attributs comme l'IDC. L'IDC c'est quoi? Attends, je vais aussi décrire ce que c'est. C'est le numéro de série du compteur en fait. Et comme ça, en fait, quand on introduira un nouvel agrégat, un nouveau terme métier, on n'oubliera pas de rajouter la documentation. Parce qu'en plus, on va mettre des règles, par exemple, Arcunit pour dire tout agrégat doit avoir une annotation et puis la description est obligatoire. Ouais, ça va le faire.
Du coup, petit aparté, donc nous on a utilisé nos propres annotations là, avec Aggregate Value Object, mais il y a une librairie, il y a un qui s'appelle JMolecule, un projet un peu plus général qui s'appelle XMolecule pour les différentes technos, qui fournit en fait un ensemble d'annotations comme ça, vraiment à but de documentation, il n'y a pas de code derrière. Donc ça marche pour le DDD, pour le CQRS, l'event sourcing, enfin voilà, pour tout ce qui commande. Donc ça permet vraiment de méta-documenter en fait son code pour dire bah ça voilà, ça c'est un événement. Donc si vous connaissez pas, je vous incite à regarder. Pourquoi nous on l'a pas utilisé parce que par exemple l'annotation pour service, ça s'appelle service et on fait du Spring et du coup il y avait petit conflit sur l'utilisation avec le risque de ne pas utiliser la bonne annotation. Et donc là j'ai documenté mon code Java, mais hop, j'extrais l'info pour mettre tout ça dans Confluence, mon outil d'entreprise cible. Et donc là, on a introduit un outil qui s'appelle le JQ Assistant, je vais vous parler juste après, qui permet d'extraire depuis le code source l'information, la réinjecter dans ASCII-Doc, et puis ensuite on publie dans Confluence. Donc JQ Assistant, ça vient Java Quality Assistant, c'est fait par des Allemands, ça s'entend un peu, ou c'est ma façon de prononcer qui est biaisée. Du coup, c'est donc un outil Java qui s'intègre au build via un plugin Maven. Et en fait, il y a deux grandes phases. Il y a la première phase, c'est la phase de collecte de données. Donc en fait, de scan. Donc ça va lire tout le code source brut, le Java, le premier XML Maven avec les dépendances, le fichier YAML, properties, enfin voilà, tout le code source. Et c'est un système d'extension, donc en fait c'est évolutif. On peut aller piocher dans d'autres informations si on a besoin. Par exemple, il y a des plugins pour PlantUML, C4, etc. Et donc tout ça, ça va être injecté dans une base de données graph. Donc là, en l'occurrence, une base de données Neo4j embarquée. Et pour modéliser toute cette connaissance. Donc en fait là on peut voir un rendu, ma requête permet de trouver toutes les classes qui ont une annotation. Donc ça c'est mon matériau brut. Et ce qu'on va faire, c'est la deuxième phase de JQ Assistant, qui est la phase d'analyse. Je vais pouvoir venir enrichir ces données brutes avec des concepts métiers ou des concepts plus avancés. Et donc ces concepts sont introduits par le biais de requêtes Cypher. Donc Cypher, c'est l'équivalent de SQL pour Neo4j. Et donc en fait, en faisant un peu du insert select, je vais pouvoir du coup requêter des choses, en déduire et puis réinsérer, mettre à jour ce modèle. Donc l'exemple qui est bien précis là, c'est que si j'ai une classe qui est notée avec une annotation aggregate, bah, c'est que j'ai un agrégat métier, donc je vais pouvoir taguer cette classe comme étant un agrégat métier. Et donc là, je peux requêter de manière plus fine, voilà, je peux directement dire liste-moi tous les agrégats. Ensuite, ces données-là enrichies, on va pouvoir les exploiter pour la documentation. Donc là, typiquement, j'ai une requête qui va prendre pour chaque agrégat le contexte, le unit contexte qui est associé, et puis sa description. Et ça va être typiquement le tableau que je vais vouloir générer. Ensuite, j'ai une petite phase d'intégration avec JQ Assistant, avec ASCII-Doc. Donc en ASCII-Doc, je vais dire, là, à cet endroit-là de la documentation, je voudrais faire apparaître le résultat de la requête que je viens de faire avant. Comme ça, je choisis, j'ordonne ma documentation comme je veux. Et voilà. Bon, maintenant c'est dynamique. Oui, bah top, c'est super ça. Et donc tout ça, c'était intéressant de jouer avec JQ Assistant. On a vu qu'on pouvait piocher des choses dans le code source. Et donc du coup, côté technique, on s'est dit, comme pour rappel, on est en monolithe modulaire. Et en fait, notre code il est composé de plein de modules ou de contexte. Et ça serait intéressant de lister en fait dans notre base de code tous les bons kits de contexte qui existent avec leur description et voir plus.
Donc assez facilement, on est arrivé à au moins les lister, avec les mêmes principes que ce qu'on vient de faire pour le glossaire, c'est-à-dire une annotation sur le package parent d'un contexte, avec une description. Voilà, donc ça c'est très très rapide, mais on avait envie en fait d'aller un peu plus loin parce que ces contextes là, ils interagissent entre eux et donc en fait avoir un diagramme qui représenterait leurs interactions, ça serait top. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc petit rappel avant sur l'architecture hexagonale, parce qu'on va s'en servir. Donc l'architecture hexagonale, l'idée c'est vraiment d'avoir le modèle, le code métier qui est au centre, qui est agnostique de ce qu'il y a autour. Et on va mettre à l'extérieur du coup le code d'infrastructure. Donc à gauche on a la partie primaire, c'est vraiment ce qui va piloter, qui va déclencher notre code métier. Donc ça peut être une API REST, ça peut être une console ligne de commande, d'autres choses. Et puis à droite c'est vraiment l'infrastructure secondaire, c'est ce qui va être piloté par le code métier. Donc typiquement un enregistrement en base de données, aller requêter un web service pour aller chercher une information. Et donc tous nos contextes, nos bouts de contexte dans le code, en fait, ils interagissent. Alors de différentes manières. Notre contexte 1 et 3, ils interagissent de manière directe. On a un adapteur secondaire qui va appeler directement l'adapteur primaire. Donc l'exemple, c'est une API REST qui est appelée. Et on a aussi des interactions qui sont indirectes entre le contexte 2 et le contexte 3. On voit que le contexte 2, en fait, via un adapteur secondaire, il va générer un événement qui va aller dans un bus de message. Et puis le contexte 3, il va consommer cet événement. Donc il y a bien un lien, mais il est indirect. Et donc en fait tout ça on l'a modélisé avec JQ Assistant. Donc on a commencé par identifier tous les ports qui sont dans le domaine. C'est une interface qui de manière générale dit je vais pouvoir faire telle action sans qu'on dise précisément si c'est de la base de données, du Mongo, enfin voilà. Donc on a identifié les ports. Ce sont toutes les interfaces qui ont une annotation @port. Ensuite on a identifié tous les adapteurs secondaires, c'est toutes les classes qui implémentent un port. On a aussi identifié du coup de manière spécifique les listeners Kafka comme des adapteurs primaires, les producteurs Kafka comme des adapteurs secondaires. Et puis on a aussi identifié du coup les événements là, ce qui transitent comme des publish language en reconnaissant par exemple le protobuf ou d'autres types technologies. Et du coup grâce à ça, en fait on arrive à identifier les dépendances donc directes ou indirectes entre adapteurs primaires. Si j'ai un contexte qui produit un message et un autre qui le consomme, il y a de fortes chances que en fait ils s'interagissent. Et du coup, on a réussi à générer ce type de graphique qui est codifié, c'est du context mapping, avec les relations du coup UD, c'est upstream, downstream. Donc on voit qui produit et qui consomme. Et pour la petite anecdote, on a eu quand on a introduit des nouveaux contextes, ils ont popé tout seul sur la carte avec les bonnes interactions. Donc c'est super chouette. Pour le côté publication, c'est très fort, ça ressemble fortement à ce qu'on a fait avant. Donc toujours on part du code source qui est analysé par JQ Assistant. On s'est rajouté un petit plugin qui est communautaire qui permet de générer les diagrammes de contexte mapping. Et puis voilà, c'était gagné. Bon là on était chaud, on s'est dit on va faire plein de trucs. Et on a entendu parler des architectures Decision Record. Donc l'idée c'est quoi? C'est quand on prend en fait une décision technique, c'est de documenter. Donc pas juste la décision, mais c'est quel est le problème qu'on a adressé, dans quel contexte on l'a fait. Est-ce que c'était le début du projet? Est-ce qu'il y avait des restrictions budgétaires? Est-ce que la politique d'entreprise c'était d'utiliser Oracle? On n'avait pas le choix. Enfin voilà, c'est vraiment pour essayer de comprendre à posteriori les choix qui ont été faits. Quelles étaient les options, le choix effectué et ses conséquences éventuelles. Et donc l'idée c'est que dans le code source, en fait on a un petit repository où on va tracer chacune de ces décisions avec un statut
Par exemple, un choix qu'on a effectué il y a 6 mois et qu'on remet en cause, en fait, on va laisser cette décision et on va en faire une nouvelle qui dit qu'on annule l'ancienne. Comme ça, il y a vraiment une traçabilité. Et donc, l'intérêt, c'est que les nouveaux venus peuvent lire ça et s'approprier en fait les façons de faire. Les choix de code, le style de code, etc. C'est facile pour les équipes qui vont intervenir plusieurs années après à comprendre pourquoi les choses sont dans cet état, pourquoi les choses sont comme ça alors que c'est un peu en dépit du bon sens parfois. Comme je disais, parfois il y a des choix politiques ou d'entreprise qui font qu'on n'a pas la latitude qu'on veut. Puis ça peut être du coup une façon de tracer un changement de direction important dans le projet. Et du coup, lorsque c'est possible, par exemple du style de code, etc., et bien, en fait, on peut mettre en place de l'outillage qui permet de s'assurer que cette décision est respectée. Si je prends l'exemple l'architecture hexagonale, on va utiliser des choses comme ArcUnit pour dire, en fait, tous mes packages doivent être formatés comme l'architecture hexagonale, je dois retrouver un domaine, une infrastructure, etc. Là, vous connaissez la musique, hein, c'est facile. On l'a écrit directement en ASCII-Doc et puis hop, confiance. Bon. Alors, en termes de bilan, qu'est-ce que je peux dire? Que du bonheur, parce que c'est pas très fun de faire la doc sur des projets, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on a des spécifications à jour sur Confluence lors de chaque mètre, avec les fonctionnalités développées, les règles de gestion bien listées dans la doc, avec les différents exemples associés, comme vous avez pu voir. Et en même temps, l'effort de documentation est dilué et moins contraignant. Du coup, on n'en a plus. Enfin, tout ce qu'on a à faire, c'est de rédiger les règles de gestion et les scénarios. Après, tout est fait de façon automatique. Voilà, plus de rétro-documentation manuelle, quasiment plus. Donc, ça facilite la vie vachement. Et donc tout ça, on a expérimenté sur un des modules d'une équipe. En fait, on est 4 équipes. Et comme on utilise Gipserlight, du coup, en fait, on a fait en sorte de pouvoir générer très facilement. On a capitalisé tout ce qu'on a expérimenté, on l'a remonté. On est capable de générer le code équivalent sur les autres modules. Donc, en fait, maintenant, tout nouveau module peut bénéficier de tout ce qui a été développé très facilement. Et puis, tout ça, ça nous a donné des idées encore pour aller plus loin. Bon là, il faut qu'on fasse un peu des fonctionnalités quand même. Mais on a plein d'autres idées. Une idée, ça se pourrait être par exemple de générer des schémas pour les scénarios de test. Parfois, un visuel est beaucoup plus parlant quand on voit des événements sur un axe chronologique. Donc c'est une idée, on n'a pas encore étudié la faisabilité, mais voilà. Une des choses qui va venir certainement, c'est du coup documenter le paramétrage applicatif métier. Souvent en fait dans nos règles de gestion, on a des seuils de déclenchement. Par exemple, on va attendre 3 heures avant de réessayer si on a eu un échec, ou dès qu'on a, je sais pas, 30 compteurs qui répondent pas, hop, on va déclencher quelque chose. Et en fait, tous ces seuils-là, en fait, ils sont pas induits dans le code. On va souvent c'est dans la configuration externalisée et c'est super bien en fait que ce paramètre il reste pas caché dans le repository Git, que les utilisateurs, les administrateurs fonctionnels puissent dire ah oui en fait c'est quoi la valeur, comment on a réglé, hop, et dans la documentation on pourrait retrouver du coup les valeurs qui en plus peuvent être différentes d'un environnement à l'autre. En production ou en recette, parfois en recette on veut que ça aille plus vite, donc on pourrait vraiment documenter tout ça. Et puis, d'un point de vue plus technique, mais pour les interactions avec les autres modules, les autres équipes, documenter nos contrats d'interface, que ce soit des API REST avec du coup Swagger, OpenAPI, mais pour nos événements aussi qu'on produit, il y a une spec A5 API qui commence à émerger. Donc voilà, on a de quoi faire encore. Et je vous remercie tous. J'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions. Merci. Donc
Donc on a 10 minutes pour des questions, donc vous êtes généreux. Merci pour le talk. C'était super intéressant. Moi, je voudrais revenir sur la partie SpecFlow Gherkin, pardon. Je suppose que vous avez beaucoup de fichiers features et du coup beaucoup de scénarios, puisque plus l'appli grossit et plus le nombre de scénarios et de use cases, de critères d'acceptation augmente. Et du coup, je me demandais, est-ce que le SpecFlow final qui est produit et qui est mis à disposition est vraiment exploité par les fonctionnels, par le PO, pour retrouver une information? Parce qu'en fait, personnellement, je trouve que, je le fais aussi sur des projets, en fait, c'est pas si évident de s'y retrouver. C'est-à-dire qu'on a une masse d'informations qui est très petite, enfin sur des cas, etc. Et du coup, c'est pas si évident. Donc, je voulais votre retour d'expérience sur comment vous utilisez du coup toute cette documentation générée, surtout sur la partie Cucumber. Alors du coup, oui, c'est vrai, ça grossit vite en volume. Deux pistes de réflexion. Il y a du coup la façon dont on a généré la doc là, avec la règle de gestion et puis les exemples qui sont repliés. Déjà, ça permet d'être beaucoup plus synthétique. Et deuxième chose, en fait, on l'a pas encore fait, mais on sait qu'on y viendra. Les scénarios Gherkin, on sait qu'on peut mettre des annotations en fait. Et donc en fait l'idée ça serait de dire ce scénario je vais l'exclure la doc, c'est peut-être plus un test technique, enfin voilà, il a moins de valeur ou c'est un test de non-régression, voilà, de classifier un peu les tests et du coup pouvoir isoler ceux qui sont vraiment qui ont une valeur documentative des autres. Mais par contre je te rejoins sur le fait que ouais, ça fait du volume et en fait c'est bien de rédiger les Gherkin en atelier, mais en fait c'est bien de relire aussi derrière pour s'assurer aussi de la cohérence de la globalité. Je sais pas, tu voulais. Et aussi, comme Aurélien l'a dit, ça fait pas longtemps qu'on a expérimenté cela sur notre projet. Et actuellement, en fait, tu poses la question de savoir comment on utilise ces informations. Aussi, nous sommes dans des phases de relecture et voilà, pour voir ce qui est vraiment évident de faire ressortir dans la doc, ce qui est utile pour nous. Mais c'est sûr, en fait, tracer, pour nous, de façon automatique, ce qui est caché derrière, le comportement de la fonctionnalité, c'est important pour nous de pouvoir retrouver l'information juste en mettant un mot-clé, je sais pas, sur Confluence, ça nous ressort ce dont on a besoin, mais c'est vrai qu'il faut affiner le degré, la granularité, je crois. Alors, je vais être honnête, j'étais pas trop là, mais on a eu de l'open sourcing de la génération automatique des context maps. Des context maps, oui. Ou de la partie BDD? Context map. Ah, j'ai mergé le PR sur Gipserlite vendredi dernier et ça a été réalisé ce week-end. Alors ça manque, il manque une partie parce qu'en fait dans Gipserlite on a une partie aussi on génère un projet d'exemple pour voir en fait comment on peut l'utiliser. Il manque cette partie-là où il faudrait mettre des annotations pour que on comprenne facilement comment ça s'utilise. Mais en tout cas oui, il y a déjà JQ Assistant qui est pas forcément facile à setup quand on n'a pas mis les mains dedans. Avec Gipserlite c'est un clic. Merci beaucoup. Vous n'avez peut-être pas exploré ou encore de votre contexte, mais les notions autour de la doc qui sont le besoin, la vision, qui peut être en amont, qui peut être moins technique que les tests, et la doc utilisateur du VM du autre. Est-ce que c'est des pistes que vous avez explorées? Est-ce que vous en avez besoin sur ces sujets-là? Sur notre projet, ce que nous avons présenté là, c'est vraiment la doc qui est utilisée par les PO et tous ceux qui sont sur le projet. Par contre, la documentation utilisateur, elle est rédigée, pour l'instant, elle est rédigée par les utilisateurs. Ça peut être lié. Oui, ça peut être dit. Oui, il y a parfois des partages
de documentation, mais principalement, ils rédigent leur documentation et enfin, les premiers utilisateurs pour ce qu'on fait là, c'est déjà nous et après. Ouais, juste pour compléter, ouais, c'est les questions qu'on s'est posées, c'est la doc qu'on génère, à qui elle s'adresse en principal. Est-ce qu'il faut faire 2 générations avec des filtres différents? Enfin voilà, c'est des questions qu'on se pose. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas concrets. Enfin voilà, mais oui, la question va venir. Merci beaucoup pour le talk. Donc, j'ai bien vu l'aspect de la documentation du point de vue du métier, du point de vue PO, du point de vue dev. Est-ce que vous avez essayé de creuser la documentation de l'infrastructure de la même manière? Non, c'est pas quelque chose qu'on a creusé, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. J'avais ma question. Niveau investissement, rentabilité, vous commencez par lequel? La GQ assistante ou le premier autour du Gherkin et Ski Doctor là, Ouais, je pense que le Gherkin là, de BDD, c'est ce qui apporte le plus de valeur rapidement, je pense. Enfin, du point de vue fonctionnel. Merci. La question, c'était par rapport à tout le principe d'annotation là, que vous avez mis en place. Et donc la documentation qui en est extraite. Comment vous vous assurez que, par exemple, les agrégats, les value objects et tout ça, c'est les bons? Comment vous garantissez que ce que vous êtes en train de faire, c'est correct et que du coup, la documentation que vous êtes en train d'extraire est bonne? Question piège, hein. Ouais. Bah ça reste notre code métier, donc normalement, si on a modélisé les choses comme ça et que le produit fonctionne, c'est qu'a priori on a plutôt bien fait les choses. En plus notre code métier, normalement, ça arrive qu'on fasse des mobs ou du coup avec nos fonctionnels. Enfin voilà, il y a aussi ce regard fonctionnel. Après, je sais pas si ça répond à toutes les actions. On a mis une règle qui fait que toute classe dans le domaine doit être annotée pour qu'on sache du coup ce que c'est. Est-ce que c'est bien un agrégat? Alors oui, on peut retaguer un agrégat en value object par erreur, mais je pense qu'on le verrait. Et en tout cas, d'un point de vue documentation, ça n'a pas forcément d'impact. Bon, on va s'arrêter. Une petite dernière, après on s'arrêtera. Merci. Est-ce qu'il y a des revues qui sont faites sur justement ce qui est produit? Je pense notamment à, parfois on voit des dérives dans le code avec des gens qui commentent un i++ en disant qu'on incrémente i. Comment, dans votre cas, vous assurez qu'il n'y ait pas des dérives en disant des choses qui justement sont efficientes et pas complètement qui servent à rien, quoi? Est-ce qu'il y a des revues? Est-ce que comme les PR dans du code, il y a des revues sur la doc? Non, mais on sait qu'il faut qu'on le fasse parce qu'effectivement, il faut bien qu'il y ait cette boucle de feedback. Hein. Ce qu'on produit en exemple mapping, c'est un bout de Gherkin, un bout de documentation, mais il faut qu'il soit cohérent avec l'ensemble en fait. Et donc là, par exemple, on a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe. On s'est dit que c'était la bonne opportunité de lui demander de relire pour s'approprier les choses et tout en étant avec un regard critique de nous dire effectivement ce qui là peut être amélioré, ce qui est pas cool, ce qui est pas clair, etc. Mais oui, tu as raison, il faudrait cette boucle de review. On a pensé aussi peut-être à faire de la lecture croisée entre équipes, parce qu'en fait les fonctionnaires des autres équipes connaissent pas forcément ce domaine, et en fait ça leur permet de... Enfin eux ils ont un regard neuf quoi. Dans un futur avec des utilisateurs. Déjà, dans l'optique de partage d'informations, avec des utilisateurs, ce qu'on appelle chez nous les hyperviseurs, de pouvoir partager l'information. Déjà, eux, qu'ils aient un regard extérieur et pour voir si effectivement on est cohérent avec tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous laisser un petit feedback pour savoir ce qu'on peut améliorer, ce qui vous a plu. Voilà. Merci.